Bonjour à toutes et à tous, et vous voici dans Dev Café, l'émission que je propose chaque jour de la semaine autour de l'actualité du dev mobile et même parfois un tout petit peu plus. D'ailleurs aujourd'hui on va évoquer plusieurs sujets assez variés dans la première partie, avant de s'intéresser dans un deuxième temps à la situation franco-française dans l'enseignement du code et des nouvelles techno. Et sans vous spoiler, c'est pas super positif. Bref, comme d'habitude, j'espère que vous allez prendre vos meilleurs mugs et tasses parce qu'on commence tout de suite. Pour commencer, on va s'intéresser à la Chine, car je vous avais déjà indiqué que leur Google Maps local était bien plus avancé que les solutions qu'on a chez nous comme Google Maps ou Apple Plan, et en effet, ils proposent déjà les itinéraires piétons pour les personnes handicapées, ou encore éviter certaines voies lorsqu'il y a des accidents. Eh bien, ils viennent d'en remettre une couche dans Baidu Maps avec l'affichage de la durée des feux de circulation. Alors pour le moment, c'est disponible que dans la ville de Langzhou, dans le centre du pays, mais on peut y voir autant la durée des feux rouges que des feux verts. Certes, c'est peut-être pas aussi impressionnant que les deux fonctionnalités que je vous ai citées au début, mais je trouve étrange que personne ne s'intéresse vraiment à ces concurrents chinois, car en réalité, ils semblent bien plus avancés que ce qu'on a chez nous. On poursuit avec une anecdote sur la raison pour laquelle de plus en plus d'utilisateurs internationaux indiquent qu'ils habitent en France sur leurs iPhones. En effet, je sais pas si vous en souvenez, mais il y avait une polémique comme quoi Apple ralentissait les iPhones au bout d'un certain temps, laissant croire à de l'obsolescence programmée. Finalement, Apple s'était expliqué en disant que c'était pour préserver les batteries, car lorsqu'elles atteignent un certain niveau de vie, Apple dégrade légèrement les performances pour éviter de surchauffer, et donc l'effet Galaxy Note. Sauf qu'après un procès en France, Apple n'a plus le droit de faire ça, et c'est donc pour cette raison que dire que si son téléphone est localisé dans l'Hexagone, ça donne virtuellement des meilleures performances. À être chez Apple, j'ai découvert une nouvelle application pour Mac qui peut vous être utile si vous avez des applications sur l'App Store. Elle permet d'une part de visualiser les classements dans les différents pays, que ce soit pour l'App Store ou le Mac App Store, et vous avez aussi une fonction de recherche, mais il y a surtout une fonctionnalité où vous allez pouvoir donner des applications et avoir une évolution des positions sur certains mots-clés. Par exemple, je me suis amusé à mettre l'application du monde et avoir ensuite son évolution sur le mot-clé actualité. Tout ça existe dans une version gratuite, mais c'est limité à une seule application et à seulement 2 mots-clés. Pour déverrouiller complètement l'appli, il faut tout de même débourser 9,99 € par mois, ce qui est quand même un tout petit peu cher. Peut-être qu'un forfait intermédiaire aurait été bienvenu. Bon, là jusqu'à présent, j'ai évoqué des sujets assez légers, rentrons désormais un peu plus dans l'art, comme on le dit, avec une comparaison pour concevoir des applications sur desktop. Pour ça, vous verrez dans ce comparatif Sublime qui est fait en C++ et en Python, VS Code qui utilise Electron.js, puis Tori, Heist et eGUI. Moi, je suis pas trop sûr de la prononciation. Pour les 3 derniers, un petit rappel quand même, l'idée de Tori c'est de faire du multiplateforme en faisant en front du JS et le back en Rust, et contrairement à Electron, c'est pas Chromium qui est utilisé, mais une simple WebView. Ensuite, pour ce qui est d'Heist, c'est aussi du Rust, mais qui s'appuie sur WGPU, qui est un nouveau backend expérimental pour le web et qui s'occupe de tout créer le DOM par lui-même. Et enfin, il y a eGUI, qui est probablement la méthode la plus complexe, en faisant carrément de l'OpenGL, mais à nouveau en Rust. Vous avez donc ici en comparatif des solutions basées sur Rust uniquement, mais rien qu'en regardant les résultats, on voit que ça se joue entre Heist et eGUI, mais Tori a l'avantage d'avoir un binaire un peu plus petit. Si on dézoome en regardant plus loin que les solutions Rust, pour ce qui est du temps de démarrage, vous remarquerez plusieurs chiffres, car en réalité ce sont plusieurs tests. Il faut donc en faire la moyenne. Pour ce qui est du rendu final, on voit qu'Electron avec VS Code est clairement le moins bon et que Xclock c'est le meilleur, sachant que j'avais d'ailleurs oublié de le préciser, mais Xclock c'est une petite appli qui est faite sur Linux. Pour ce qui est du redimensionnement des fenêtres, au plus le nombre de FPS est élevé, au mieux c'est, et il en ressort que les solutions non cross-platform sont les meilleures, suivies par celles en Rust pour finir par notre bonnet d'âne qui est à nouveau Electron.js. Pour ce qui est de l'input lag, idem, on est dans la même veine. Finalement, vous allez me dire, eh bien que faut-il en retenir ? Eh bien que les solutions natives sont toujours les meilleures. Pour ce qui est du cross-platform, le backend WGPU a l'air prometteur, mais c'est probablement trop tôt pour s'y intéresser. Et en revanche, Electron.js, il est vraiment dans les choux. A noter que pour reboucler avec le mobile, qui est d'ailleurs le sujet de ce Dev Café, il y a actuellement une version alpha de Tori, mais n'espérez pas jouer avec avant de bons mois. Allez, maintenant que je vous ai donné tous ces chiffres, on va reposer un peu vos méninges avec la pause et les actus en bref. Pour commencer ces actus, on fait un point sur les licenciements qui, hélas, se poursuivent à un rythme effréné. Il est cette fois-ci question de DocuSign, DigitalOcean, Udemy et Wix. En additionnant ces 4 sociétés, on dépasse le millier d'emplois perdus. Sur un aspect plus réjouissant maintenant, le marché des smartphones semble aujourd'hui coincé entre Android d'un côté et iOS de l'autre.
Mais il ne faut pas oublier les téléphones sous Linux et notamment le Volafone X23 qui sortirait en mai cette année et qui se démarque par son aspect résistant. Son prix est en revanche assez élevé car il dépassera les 500 €. Ensuite on passe à une information assez étonnante car désormais ce sont les câbles qui peuvent être mis à jour. En effet, le câble USB-C MagSafe des MacBooks a reçu une mise à jour il y a peu sans pour autant que l'on sache ce qu'elle apporte. On poursuit avec une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Linux, puisque le projet Hangover, qui consistait à faire tourner des applications Windows pour processeurs Intel vers des machines ARM sur Linux, a été relancé. En revanche, il faudra probablement attendre de longs mois avant d'avoir des résultats concrets. Et terminons par une information cocasse, car un black market russe hébergeait sur GitLab des données sécurisées. Sauf que ces accès ont été découverts et le site de pirates s'est ainsi fait pirater. On revient avec deux sujets autour de React Native. Et en réalité, le premier, il n'est pas vraiment autour de React Native, mais plutôt React.js, car c'est un documentaire d'une bonne heure sur l'histoire de React.js qui a été mis en ligne par la chaîne YouTube Honeypot. Et je vous le recommande vraiment, car c'est un doc qui est vraiment très sympa à regarder. Et si cette thématique vous intéresse, ils proposent d'autres documentaires de la MVN sur leur chaîne, avec du Kubernetes, du GraphQL et d'autres frameworks en JS. Bref, vu que le week-end approche, n'hésitez pas à mettre cette vidéo de côté. Cette fois-ci, pour le deuxième sujet, c'est bien autour de React Native, car ce sont les résultats du sondage sur le State of React Native de 2022 qui a été publié. Sachant qu'il est notamment piloté par Sébastien Lorber, que vous pourrez retrouver dans sa newsletter en français et en anglais qui s'appelle This Week in React. Déjà, on va commencer par faire le portrait robot du développeur ou de la développeuse React Native, et il ou elle a entre 25 et 34 ans, avec un diplôme de l'enseignement supérieur et une expérience sur React Native qui est principalement comprise entre 2 et 3 ans. Malheureusement, quand je vous ai dit il ou elle, c'est plutôt un il à 97%. Et sachant que React Native, c'est un framework où l'on fait du mobile avec des techno-web, c'est plutôt intéressant de voir l'origine des développeurs. Et on observe ainsi qu'une majorité provient du web, que ce soit des techno-back ou front, puis viennent ensuite les techno-mobiles et enfin le desktop. Sur le contenu des applications, il est aussi intéressant de voir ce qui intéresse le moins, à savoir le support des langages de gauche à droite comme l'arabe par exemple, tout ce qui est autour des jeux, y compris la réalité augmentée, mais aussi le NFC. Ensuite, je vous laisse aller lire les résultats car fonctionnalité par fonctionnalité, on peut voir quelle bibliothèque est privilégiée, mais c'est vraiment une très belle initiative d'avoir ce type de rapport. Et pour terminer, on va s'intéresser à un sujet bien franco-français, à savoir l'éducation autour des technologies et du code. Tout d'abord, c'est une information qui date d'il y a quelques semaines, mais l'enseignement du cours de techno sera supprimé en 6e pour privilégier les heures de soutien en français et en maths. Et pour essayer de faire passer la pilule, il est question de renforcer l'enseignement de techno de la 5e à la 3e, mais sans vraiment préciser comment. Donc ça c'est pour le collège, autant dire que c'est plutôt un mauvais signal, et au lycée, rebelote, parce que comme vous le savez, depuis 2019, il y a le fameux nouveau bac, où chaque lycéen peut choisir ses spécialités, ou en tout cas parmi ce qui est proposé dans son établissement. Et la Société informatique de France, qui regroupe les enseignants et les chercheurs, fait un bilan d'étape sur la spécialité numérique et sciences informatiques, ou NSI pour la faire plus court. Et je vais pas vous le cacher, les chiffres y sont pas encourageants. Tout d'abord sur l'enseignement, auparavant il n'y en avait qu'en terminale, alors que désormais il en est proposé en première et en terminale. Pareil, il a été mis au même niveau que les enseignements plus classiques comme les maths, la physique-chimie ou encore les SVT, ce qui en soi était attendu et forcément une bonne nouvelle. De ce fait, le nombre d'élèves est forcément en augmentation, tout comme le nombre d'heures. Mais ces chiffres sont en réalité un cache-misère car en réalité en terminale, il y avait moins de lycéens qu'avant avec une baisse de 14% sur cette spécialité, mais c'est surtout la part des filles qui était de 23% avant et désormais à 13%. Autant dire que les effets de la réforme ici, ils sont carrément contre-productifs. Mais bon, tout de même, pour éviter de faire du putaclic assez basique, si vous ne connaissez pas le nouveau bac, en première, les élèves y choisissent 3 spécialités et ils en ont plus que 2 en terminale. Donc l'abandon c'est normal, mais on voit ici qu'avant la réforme, on avait 19 000 lycéens en terminale, alors que désormais on en a plus que 16 000. Donc certes, on fait mieux en première, mais bien moins en terminale. D'ailleurs, d'autres chiffres pour mieux comprendre le taux d'abandon, il est supérieur à 50% en général, et chez les filles, c'est encore pire avec les 2/3 qui ne continuent pas. Idem en terminale, vu qu'il n'y a plus que 2 spécialités, et le fait de prendre la spécialité NSI toute seule, ça fait pas énormément sens car il est quasi obligatoire de la lier aux maths. Sauf que dans les faits, sur les 38 000 lycéens et lycéennes qui ont pris NSI, seuls 31 000 ont pris SP Maths. Alors je veux pas m'aventurer dans des grandes conclusions sur les 2 réformes, autant sur le collège qu'au lycée, mais j'ai vraiment l'impression que plus les réformes passent, au moins elles sont bénéfiques pour le secteur, et je dirais même plus que c'est une catastrophe pour ce qui est de la féminisation de la filière. Bref, on n'a pas fini de se plaindre de cette situation-là.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère une nouvelle fois qu'il vous aura plu, malgré la dernière info qui est un tout petit peu déprimante. Auquel cas, n'hésitez quand même pas à faire le petit pouce vers le haut ou encore à vous abonner à la chaîne. Et vu qu'on est vendredi, eh bien c'est le dernier épisode de la semaine de Dev Café, vu que le week-end arrive. Mais bon, allez, je vais quand même en profiter pour publier samedi et dimanche les 2 retransmissions du Flutter Forward Extended de Paris. Du coup, n'hésitez pas à jeter un œil sur ces 2 sujets s'ils vous intéressent. Et sinon, eh bien je vous dis à lundi, passez un bon week-end, et voilà, profitez-en bien.